Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat du dimanche qui s'articulera essentiellement autour du oui, le oui de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui signera le 20 juin à Bamako l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous allons également parler du centenaire du président Modibo Keïta. Il aurait eu 100 ans s'il n'avait pas trouvé la mort, un triste 16 mai 1977, dans des conditions jusque-là non élucidé. Nous allons également parler du Rwanda avec cette mise en garde de Washington par rapport à un éventuel troisième mandat de Paul Kagame, des sujets qui seront abordés par nos invités. Adam Champ du Républicain, Etienne Fakaba Sissoko, économiste, Chara Takiou de 22 septembre et Alexis Kalambri des Échos. La coordination des mouvements de l'Azawad signera à Bamako le 20 juin prochain l'accord pour la paix et la réconciliation. Une signature certes, mais conditionnée entre autres au retrait dès le lundi 8 juin des mouvements armés de la plateforme de la ville de Ménaka. Les deux documents intitulés « Relevé de conclusions et arrangements sécuritaires pour une cessation d'hostilité » ont été signés ce vendredi à Alger par les représentants du gouvernement malien et de la médiation. La plateforme, elle, y a opposé un niet catégorique. Etienne Fakaba Sissoko, le oui de la CMA avec quelques jours de retard, vous l'appréhendez comment ? Ça ne veut rien dire en fait. Moi, c'est le principe même de toute cette discussion qui me pose problème. Et la plateforme a très bien réagi en ne signant pas ce document qui, de fait, consacre le cantonnement de l'armée malienne et consacre également la mise à l'écart de la plateforme de toute cette discussion. Donc l'enjeu de cette discussion à Alger, c'était d'une part de mettre de côté la plateforme et également de cantonner l'armée malienne. Mais ce qui a signalé, c'est qu'on avait espéré que le gouvernement allait évoluer cette fois-ci. Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, on a dit, par respect pour le peuple malien, le gouvernement aurait dû retourner, demander l'avis du peuple avant de signer quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas et il réitère avec cela. C'est un manque de respect total vis-à-vis de notre peuple. Chana Takiou, est-ce que c'est en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle? La signature le 20 juin, mais la plateforme va quitter aussi Ménaka. Cela veut tout dire. C'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle que nous devons applaudir, encourager et soutenir. M. Tangara, j'ai dit nous sommes dans un processus de paix. Nous sommes à la recherche de paix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Le pays est bloqué. L'économie stagne. Les gens souffrent parce que notre pays n'est pas pacifié. Vraiment, si aujourd'hui, il y a un début d'espoir de voir la CEMA, qui est le facteur de blocage, revenir à la table de négociation pour signer et s'incruster dans le processus de paix, j'ai dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et la plateforme qui est à Ménaka, de mon point de vue, vraiment, n'a pas signé le document, c'est son droit, mais je pense que cette plateforme-là doit quitter Ménaka pour faciliter, encore une fois de plus, vraiment, la marche de la paix. Voilà, dans ce premier tour de table, on a 1 minute pour réagir à chaud. Alexis Kalambri, sur cette signature à Alger. Oui, moi j'ai des... En fait, j'approuve l'idée de Charna sans les commentaires et le développement parce que... ni la tonalité. Ni la tonalité. C'est personnel que l'autre personne ne peut pas faire parce que c'est Charna, c'est sa tonalité à lui. Merci. J'ai deux problèmes. Il était dit qu'il n'y a pas de nouvelles négociations.
visiblement, il y en a eu. Il était également question que l'accord reste intact. Visiblement, c'est un acte additionnel à l'accord. Il nous reste, c'est des actes additionnels parce que Monji disait qu'il y a un volet sécuritaire et un volet politique qui ont été négociés. Quoi qu'il en soit, si ça permet pour l'instant de faire ramener la paix, si ça permet de faire répartir le pays, prenons-le en attendant de pouvoir faire autre chose. Parce que visiblement, je constate que tout le monde donne l'impression de se liguer contre le Mali. Nous n'avons pas la meilleure posture, on ne peut que faire avec. Adam Thiam. Moi, je constate déjà qu'autour de la table, il y a Étienne qui est habillé comme François Hollande. Donc, ça veut dire que ses sentiments ont évolué et que le doyen que je suis est prêt à accepter les excuses qu'il va présenter, parce qu'il y a 2 semaines, je l'ai entendu quand même tenir des propos qui me paraissent un peu exagérés vis-à-vis de Serge Daniel. Oui, dans les coulisses même, bon, à l'interne. Mais il peut le faire. Oui, on s'affaire là-dessus très bien avancé. Il n'a pas encore. Ouais. Pardon, c'est pour les grands hommes, Michel. C'est les grands hommes. Mais c'est fait déjà. C'est fait déjà, je crois. Mais en fait, je pense que, comme Étienne, moi je pense, le problème c'est avec le processus. Si on regarde, si on fait par exemple cet exercice, quelles sont les forces, les faiblesses du processus de Alger, et puis qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité ou comme menace, ce qu'on constate parmi les forces, c'est que la communauté internationale est d'accord d'accompagner le processus. Mais ce qu'on constate comme faiblesse, c'est que les partis ne sont pas directement en contact. C'est chaque fois la médiation qui amène les textes, et parfois certains sont en désaccord avec le texte, comme ce fut le cas du gouvernement malien à Alger jusqu'au 28 février où il a cédé malgré ses 11 pages de réserve, et comme ce fut le cas de la CMA qui n'a signé que le 14, donc bien de semaines plus tard. Ce processus qui est quand même singulier et qui impose à mon avis, un type de dialogue qui est quand même très très rare dans les processus de négociation, qui est asymétrique. Et donc, on traite le gouvernement malien d'un côté, on traite les rebelles de l'autre, et puis on amène un papier que tout le monde découvre. Donc ça, il y a un problème. Mais comme opportunité, je pense effectivement que si nous pouvons aller vers la paix et aller vers la paix le plus rapidement possible, ce n'est pas mal, mais la menace, c'est que l'appropriation de tous ces textes par les populations, qu'il s'agisse de celles du Sud comme celles du Nord, est très faible, et je ne sais pas si c'est possible d'avoir la paix quand les populations pour lesquelles l'accord est signé ne sont pas vraiment informées ou ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Oui, allez-y. À aucun moment donné, pour reprendre ce que Adam disait tout à l'heure, je n'ai appelé à manifester. Je pense qu'on peut avancer. Voilà. Donc, si cette tension a été créée autour de ça, vraiment, c'était pas l'idée. D'accord. Ouais, sur les réseaux. Okay. Voilà, on avance. C'était pas l'idée. Okay. Maintenant, pour revenir à ce que Alexis disait tout à l'heure. L'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'en signant ce énième document, on va arriver à la paix. Justement, non. Parce qu'au contraire, ça va attiser davantage les tensions. Vous avez vu, la plateforme a refusé de signer. Et à l'heure où je vous parle, il y a des réunions qui sont en train de se faire à Ménaka et à Bamako pour justement voir comment s'organiser et appuyer le Gatia et assurer le retour de l'armée malienne, justement. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas que ce soit l'armée nationale qui assure la sécurité à Ménaka. Voici ce que les gens de Ménaka ont demandé. Ils ont dit, on veut que l'administration revienne à Ménaka, on veut que l'armée malienne soit la seule force à sécuriser. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Maintenant, pour revenir au fond du document, il y a 2 choses, moi, qui me paraissent être troublantes. La première, c'est qu'on dit qu'on va recomposer l'armée malienne avec justement les groupes armés. Et que c'est cette armée recomposée qui va assurer la sécurité au nord. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune chance
que cette armée recomposée serve à Kay ou dans une autre localité, ce qui est extrêmement dangereux. Okay. Nous ne sommes plus dans la configuration d'une armée nationale. Sans monopoliser la parole. Mais Chana, la question que je voulais vous poser, est-ce que vraiment le risque, c'est pas que la plateforme soit disqualifiée? On a vu les bonnes intentions de la plateforme. À Bamako, elle a signé. Elle est à Ménaka, elle a directement ou indirectement soutenu le gouvernement. Est-ce que, avec ce qui vient de se passer à Alger, le gouvernement lui-même n'est pas en train de disqualifier la plateforme? Pas du tout. La plateforme, de mon point de vue... pourtant, c'est le sentiment que la plateforme a... C'est son sentiment, c'est pas le mien. Je dis pas du tout, pas du tout. La plateforme est un acteur incontournable du processus. Vous savez, j'ai eu à le dire ici, la plateforme est un mouvement d'autodéfense qui a commis également des erreurs comme les autres mouvements armés. La plateforme n'aurait dû pas aller à Ménaka. C'est ça l'horreur de la plateforme. La plateforme a violé le cessez-le-feu. Vous ne pouvez pas dire ça aux populations de Ménaka. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas une question de citoyens de Ménaka ou de situation de Gao ou de allez-y. C'est une situation nationale. Il ne faut pas le voir à sa proportion réduite. Non, c'est une situation qui dépasse les gens de Ménaka. Les gens de Ménaka, au terme d'ATT, ont eu les moyens pour défendre leur contrée. Que sont-ils devenus ces moyens-là? On peut en parler un jour. Et les gens de Ménaka ne peuvent pas parler de cette situation aujourd'hui. Ils sont disqualifiés pour en parler. C'est une situation nationale. Et le Gatia qui s'est constitué n'est pas Gatia de Ménaka. C'est une Gatia qui s'est constituée pour le septentrion de notre pays. J'ai dit encore une fois de plus que le Gatia a violé le cessez-le-feu. Et cette violation de cessez-le-feu a compliqué la situation sécuritaire sur le terrain, notamment dans la région de Tombouctou, où il y a eu plusieurs attaques. Je le dis, je persiste et je signe, c'est la conséquence vraiment de la prise de Manaka par le Gatia, de la montée de cette insécurité dans la région de Tombouctou. Aujourd'hui, comme le Gatia est un acteur pour le processus de paix, le Gatia est composé de patriotes qui veulent la paix. On leur demande simplement de quitter Ménaka pour qu'on puisse avancer d'un pas dans ce processus de paix. Parce qu'en y restant, ça serait encore le blocage. Et les acteurs principaux, il faut le dire, il y a des acteurs principaux secondaires, c'est la CEMA. Tant que la CEMA ne signe pas, on ne peut pas commencer la mise en œuvre de ce protocole, de cet accord de paix. Par ailleurs, Alexis Calambri, est-ce que le gouvernement malien n'a pas manqué un peu de poigne? Lui aussi, il pouvait exiger, où la plateforme ne va pas quitter Ménaka, si la CMA aussi ne quitte pas Kidal. Ça aussi, ça pouvait être... Justement, le gouvernement avait des arguments, parce que à ce niveau, exiger même on aurait compris que la CMA demande le départ du Gatia de Ménaka contre le déploiement de l'armée malienne, parce que on a dit une fois que le processus est achevé. On laisse Alexis terminer. Vous allez avoir la parole. Vous allez avoir Alexis terminer. Vous allez avoir la parole. Une fois le processus, une fois l'accord signé, il y a le redéploiement de l'administration et de l'armée sur le territoire malien. Donc, on aurait compris que la CMA demande le retour, la cession de Ménaka à l'armée malienne, pas à la communauté internationale, premièrement. Deuxièmement, on ne comprend pas cette fixation-là. Et vous avez vu, la CMA a pratiquement revendiqué toutes les attaques depuis que Ménaka leur a été retiré. Ça n'a rien donné. Ça n'a pas ému cette communauté internationale qui se bat depuis pour retirer. Donc, franchement, l'État est à un niveau où elle a les points liés, où elle n'a pas suffisamment de force pour, avoir de la poigne. Elle ne peut que composer. Adam Thiam, le parallélisme aurait peut-être voulu que on demande à la plateforme, au Gatia, de quitter Ménaka pour que cette ville soit contrôlée par la MINUSMA, et en même temps que la CMA aussi quitte Kidal pour que cette ville aussi soit contrôlée par les Nations Unies. Oui, Chana trépigne d'impatience. Je pense qu'il veut réagir à un point de Alexis. Je dois mais faites vite. Merci. C'est-à-dire que Alexis, si bien que celui qui est en face de moi, il s'appelle Etienne. C'est ça, Etienne. Chaque fois,
il nous parle de redéploiement de l'armée. Vraiment, arrêtez de nous parler de cette armée-là pour l'instant. Elle n'est pas prête à se redéployer nulle part. Elle n'est pas prête. S'il y a un redéploiement, je dis, la MINUSMA est là. La MINUSMA est censée être une force vraiment impartiale. Est-ce que vous voyez? Notre armée, il faut le dire, n'est pas prête pour se redéployer dans les zones contrôlées par la CEMA. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas. Bon, ok, vraiment, ceci dit, oui, Ramcham. Elle ne peut pas parler oui, non, je vais... Adam, vous avez donné la parole. Alors, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une violation du cessez-le-feu du 23 mai sur Ménaka. Ça, c'est sûr. Et les accords sont faits pour être respectés. Maintenant, on a dit qu'il y a eu une violation du cessez-le-feu après le 21 mai à Kidal, mais... Soyons clairs, ce qui s'est passé après le 21 mai, le Mali n'a pas demandé le retour aux positions d'avant le 21 mai. On a demandé un cessez-le-feu unilatéral et les gens ont pris effectivement ce qu'ils pouvaient. C'est ça qui s'est passé. Et si... Alors, ça c'est un fait. Il y a une violation du cessez-le-feu sur Ménaka. Maintenant, est-ce qu'on doit demander à Gatia de quitter Ménaka? Gatia qui a symbolisé à un moment donné pratiquement toute la fierté, tout le nationalisme, etc. Est-ce que c'est une erreur de leur demander de le faire? On est en train de voir. Et aujourd'hui, il y avait une marche à Ménaka. Demain à Gao, à Bamako, ça va probablement être en ébullition. Je pense effectivement que oui. C'est-à-dire que c'est devenu plus compliqué de faire partir le Gatia de Ménaka et peut-être qu'une des conditions de la paix, c'était peut-être simplement de dire, bon tiens, ces gens-là ont pris toutes les positions après le 23 mai et ils les gardent, et donc on peut fermer les yeux un peu sur ce que Gatia reste à Ménaka. Oui, Etienne. C'est extrêmement grave ce que Chahana dit. D'abord, c'est l'accord. C'est l'accord qui dit qu'à des signatures, c'est-à-dire le 16 mai, que l'accord rentre en vigueur. Et c'est ce même accord qui dit que le redéploiement de l'armée malienne, de l'armée nationale, doit intervenir après la signature de l'accord. Est-ce oui ou non? Nous sommes après la signature de l'accord. Oui. Donc, dans ce cas... Les principaux acteurs n'ont pas signé dans l'accord. Quel accord? Il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le représentant Mongi a dit qui dit que dès le 16 mai, l'accord rentrera en vigueur. Ah, si Mongi a dit ça, il a raconté des histoires. Parce qu'on ne peut pas, signer un accord. On va essayer de parler un à un. Non, mais je veux dire, mais franchement, écoute, il y a deux parties en conflit. L'une a signé, l'autre n'a pas signé. Il n'y a pas de parti. Il y a plusieurs acteurs dans ce... Vous semblez mettre dans le même... Les acteurs principaux, c'est tous les acteurs aujourd'hui qui participent à cette discussion-là. Donc vous ne pouvez pas minimiser le poids de certains groupes armés. Ok, Alexis Calambri, on va donner la parole à Alexis Calambri. On va revenir. Est-ce que ce problème d'interprétation n'est pas dû aussi au fait que la CMA a signé le 20 juin, l'accord, l'applicabilité va commencer le 16 mai ou le 21 juin? Est-ce que le problème aussi, c'est pas à ce niveau-là, puisqu'on a vu Chahana... Il est évident effectivement que l'accord n'engage certainement pas celui qui ne l'a pas signé. La CEMA sera liée par l'accord à partir du 20, si elle signait le 20. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, effectivement, c'est que la communauté internationale qui s'est quand même engagée, pour qui l'accord est valable depuis le 15... Non, elle n'a pas dit ça. Ouais. D'accord. Bon, si vous avez terminé, on va donner la parole à Adam. Un accord qui n'est pas signé par l'autre partie en conflit peut entrer en vigueur. Mais une des raisons pour lesquelles, effectivement, on a déclenché une course contre la montre pour que ce soit signé, c'est pour que cet accord puisse entrer en vigueur. Chahana l'a dit et je pense qu'il a absolument raison. D'accord, on va essayer d'avancer dans le débat. Est-ce que, Etienne, au niveau des populations de Ménaka, il va peut-être trouver d'arguments, de subterfuges pour leur faire expliquer que pour la paix, il faudrait que le Gatia quitte, que la ville soit contrôlée par le MNL. Est-ce que ce sera facile? Est-ce qu'il faut des campagnes de sensibilisation pour qu'elles comprennent ces populations-là? Il n'y a aucune chance aujourd'hui que Gatia quitte Ménaka.
Et aujourd'hui, comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que les élus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu une manifestation populaire pour apporter justement leur soutien. Pour une fois, j'aimerais qu'on me laisse aller. D'accord, allez-y, terminez. Donc, aujourd'hui, il y a eu une manifestation populaire pour demander aux Gatia de rester. Et les élus de cette localité se sont réunis et ont décidé que Gatia reste. Et sont aujourd'hui en train de mettre tout en œuvre pour justement que Gatia reste. Les autres localités sont en train de s'organiser pour apporter leur soutien. On ne demande qu'une chose, que l'armée revienne au centre des discussions. Et dernière chose pour terminer là-dessus, j'ai l'impression en réalité que c'est de la diversion tout ça. On veut amener les gens à se cramponner sur la question de Ménaka et au même moment, la CEMA va s'incruster, la CEMA va renforcer ses positions et c'est ce piège-là justement. D'accord. Adam Cham, la situation sur le terrain, on le voit, elle est vraiment compliquée. Comment est-ce que désamorcer tout cela si on doit aller vers une paix véritable, définitive, surtout au niveau de Ménaka? Elle est vraiment compliquée. Moi, je pense qu'il faut dépassionner. Ouais. C'est-à-dire que là, il faut pas faire la politique de l'autre. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable comme les Étienne depuis des années qui pensent que nous avons une armée au point. Nous n'avons pas une armée au point et c'est ce qui nous a valu d'être battus après une dizaine de replis tactiques en 2012. Okay? Ça, vous ne tromperez personne avec cet argument-là. C'est patriotique. Nous, on est patriotes aussi. Mais nous savons que ce n'est pas au point. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui... Oui, elle est en reconstruction. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une armée française, la MINUSMA, etc. Et quand tu as la communauté internationale, après cesser le feu, tu ne peux pas t'asseoir là-dessus. Ce que tu demandes, Étienne, que l'armée malienne assure la sécurité de Ménaka. Voilà. Et puis, bon, moi, c'est ça mon souhait aussi. C'est ça mon souhait. Ce n'est simplement pas possible dans le truc de l'accord de cesser le feu. À la limite, c'est la MINUSMA qui peut assurer la protection à Ménaka. Je ne dis pas que ça me rend fier. Je ne dis pas qu'un pays... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes plus ce pays libre de 2010-2011. Nous avons des obligations et nous devons les remplir. C'est pourquoi je penche, moi, pour la thèse de Chahana, sans utiliser la véhémence qu'il utilise, je pense effectivement que la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui nécessite qu'on dépassionne le débat, que nous respections les textes et respecter les accords de cessez-le-feu, c'est déjà respecter les textes. Chahana, on va vraiment dépassionner, hein, comme on l'a vu, même entre Maliens. Les derniers événements d'Alger peuvent amener des frustrations, des divergences entre Maliens. Comment faire pour ne pas en arriver là, pour que l'unicité, la paix tant souhaitée puisse se faire sans qu'entre Maliens il y ait ces déchirements-là? Puisque même autour du plateau, on a vu, c'est tranché. C'est-à-dire, il faut éviter la politique de l'autruche. Vraiment, ce n'est pas une question de... On le dit, on dépassionne. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une question, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme une question partisane. Il faut le voir comme... C'est une question très stratégique et il faut le voir avec vraiment toute la vérité. Toute la vérité. Parce que souvent, le patriotisme amène certains à s'asseoir sur la vérité. Non. Ce qui n'est pas possible, n'est pas possible. Ce qui est, est. Ce qui est, c'est qu'on est dans un processus de paix. Ce qui est, c'est qu'on a signé des engagements, on a signé des accords. Ce qui est, pour notre respectabilité, c'est de respecter ces engagements-là. C'est de respecter les accords signés. C'est sur cette base-là que l'autre jour, Ibeka est monté au credo pour dire que le Mali a respecté tous ses engagements. Pourquoi vous voulez que le Mali respecte ses engagements et que Gatia, de son côté, ne respecte pas ses engagements? J'ai dit pour être fort, nous tous, ce qui peut nous protéger, c'est la loi. Il faut que nous tous, nous soyons derrière la loi, derrière nos engagements, derrière les principes. Okay. Mais essayez d'aller vous m'excuser. Ok, c'est bon, on a compris. Non, ce n'est pas bon. On dépassionne, franchement, c'est compris. Hein. Alexis Calambri. Je veux dire, c'est que la nation malienne, le gouvernement, l'État malien est celui qui a le plus besoin de paix.
et c'est lui qui a le plus besoin qu'on aille à une solution. Même les demi-solutions, on peut les accepter pour le moment. Je l'ai dit, nous ne sommes pas en position de force. Alors, travaillons au moins déjà à ce qu'il y ait l'accalmie. Et si, une fois l'accalmie venue, parce que il y a beaucoup de dispositions qui, à l'application sur le terrain, vont encore demander des négociations. Nous sommes à une phase maintenant où il faut beaucoup de politique, où on ne peut régler certaines questions que par la politique. Et c'est cet engagement qu'on ne sent pas beaucoup. Oui, Etienne. Deux choses. D'abord, avant de passer au prochain thème. Je ne sais pas si je suis le seul à constater que la MINUSMA devrait aller à Ménaka si on respecte le document pour sécuriser les populations de Ménaka. Populations qui ne veulent pas de la sécurisation de la MINUSMA. Comment vous pouvez envoyer des gens pour sécuriser des populations qui ne veulent pas vous voir et vous voulez appeler ça paix? J'aimerais qu'on m'explique. Deuxième chose, vous dites il faut rester derrière nos engagements. On est derrière nos engagements. Vous l'avez rappelé, le président de la République l'a rappelé, jamais nous n'avons violé le cessez-le-feu. Combien de fois la CMA a violé le cessez-le-feu? Est-ce pour autant les autres sont rentrés dans leur position ancienne? Non. Troisième élément pour terminer là-dessus, aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment à faire en sorte que ce que les populations demandent pour leur sécurité, c'est ce qui soit mis en avant. C'est-à-dire réhabiliter l'armée malienne. Que l'on dise qu'on n'a pas d'armée, qu'on n'a pas... On a vu lors des derniers combats comment l'armée malienne a réagi. Donc moi je refuse qu'on nous dise chaque fois que nous n'avons pas d'armée, nous avons une armée faible. Est-ce pour autant que ça doit rester indéfiniment comme ça? Pour revenir sur ma question, comment faire que par rapport à Ménaka, il n'y ait pas ce déchirement entre Maliens? Il faut réhabiliter l'armée malienne et confier la sécurité des zones occupées à l'armée. Ok, rapidement. Je pense qu'effectivement, c'est devenu plus compliqué maintenant que Gatia est entré à Ménaka de l'en faire sortir. C'est devenu plus compliqué peut-être, et surtout s'il y a, comme Etienne l'a dit, une adhésion populaire, une solidarité de la région et du pays avec Gatia. C'est devenu compliqué. Peut-être qu'il faut simplement aller vers la paix en fermant les yeux sur ça. Okay. C'est ça. Mais maintenant, l'autre chose que je voulais dire, c'est à Etienne. Oui, mais la MINUSMA, écoutez, nous avons une résolution, nous avons demandé aux Nations Unies de venir. Avec un mandat. Oui, avec un mandat. Ne respecte pas. Mais assurer la sécurité de Ménaka fait partie de leur mandat. Et ce qui a été demandé à Alger, c'est que le Gatia sorte au profit de la MINUSMA. La seule complication, c'est qu'il semble que la population ne veut pas de ça. Tout à fait. Okay, on va suivre l'évolution de cette actualité. Deuxième thème de ce numéro du débat du dimanche. Il était grand, aussi grand que le général de Gaulle. Il aurait eu 100 ans le jeudi dernier s'il n'avait pas trouvé la mort. Un triste 16 mai 1977, dans des circonstances jusque-là non élucidées. Le Mali a commémoré cette semaine le centenaire du camarade président Modibo Keïta. Chana Takuyu, comment auriez-vous souhaité que tout cela se passe? Sous quel angle, sous quel signe devait être placé justement ce centenaire-là, si on le contextualise en 2015? Oui, j'aurais voulu que ce centenaire soit placé sous le signe des funérailles nationales. Modibo Keïta était un homme grand par la taille, grand par les ambitions qu'il nourrissait pour notre pays, les ambitions qu'il nourrissait pour notre continent. Et je me rappelle bien, lorsque Ibeka était président de l'Assemblée nationale du Mali, une commission d'organisation des funérailles nationales pour Modibo Keïta avait été mise en place, dirigée par Ibeka, alors président de l'Assemblée nationale. Avec les divergences politiques mesquines, cette commission d'organisation n'a pas pu travailler. Et on a laissé aux calendes grecques les funérailles nationales de Modibo Keïta. On aurait pu
profiter de ce centenaire pour lui rendre un hommage national à travers de funérailles nationales. Hélas, cela n'a pas eu lieu. D'accord. Okay. Modibo Keïta, nous le devons tous. Oui, Étienne. Moi, je suis offusqué quand je vois certains hommes politiques aller prendre des photos devant le tombeau de Modibo Keïta. Non, mais Étienne, c'est leur droit. Vous, votre point de vue. Non, Étienne, c'est-à-dire que le fait que ces hommes politiques aillent, c'est ce qu'ils ont décidé. Modibo, c'était une vision. Votre point de vue, Étienne. C'est ça mon point de vue, justement. Modibo, c'était une vision. Modibo, c'était un patriote. C'était quelqu'un qui voulait le bien-être du Mali. Et pour ça, quand vous prenez son bilan économique, c'est le seul qui a pu mettre en place plus d'une centaine d'entreprises nationales compétitives. C'est le seul qui a décidé de mettre le Mali au devant de la scène, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le... Vous l'avez rappelé, c'est lui qui a géré de façon efficace ce que les Adam refusent aujourd'hui, la gestion de ce qu'on appelle la crise du Nord. Il l'a géré de façon efficace. Laissez les Adam et par quelle méthode point de vue. Donc aujourd'hui, comment on aurait dû célébrer ce centenaire-là? Il y a un événement digne de ce nom qui a été organisé par Amadou Tikoroni et son comité d'organisation, qui ont fait des demandes qui, pour moi, peuvent aujourd'hui permettre de faire vivre Modibo Keïta. Ils ont mis à la disposition des gens un livre qui retrace ses grands discours, qui retrace ses œuvres, qui doivent permettre aux jeunes que nous sommes de nous inspirer de ce que Modibo Keïta a fait. On doit même enseigner Modibo Keïta à l'école aujourd'hui. La place de la liberté doit être réhabilitée et mettre Modibo Keïta au centre de tout cela. Et vraiment, qu'on n'aille pas pleurer devant la dépouille de Modibo Keïta. On demande qu'on agisse comme lui, qu'on ait la même vision que lui. C'est ce que le peuple demande. Oui, Alexis Kalambri. Effectivement, je pense que l'hommage ou les hommages n'ont pas été à la dimension souhaitée parce que ce qui se passe, je suis quelque part aussi enseignant et les jeunes ne connaissent presque pas Modibo Keïta et je suis, disons, émerveillé quand j'entends, quand je vois, pour ne prendre que l'aspect diplomatique, le rôle du Mali dans le mouvement, dans la mise en place même des mouvements des non-alignés, dans l'UEMOA, dans les crises sous-régionales, même la crise en Algérie et tout. La guerre des sables. Le rôle que le Mali a joué, aujourd'hui qu'on se retrouve relégué à l'arrière-ban, je pense que nous avons au moins d'abord à faire connaître l'homme, pas forcément l'image d'Épinal que ne partage peut-être pas tous ses contemporains, mais au moins faire connaître réellement l'arrière et disons ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait pour le Mali et sa grandeur. Je pense qu'il faut au moins commencer par là. Adam Thiam, sur la question. Ok, moi je ne sais pas de quel homme politique Étienne parle, mais si on pense au même, si on pense au même, non, je ne polémique pas. Celui d'un ami était le premier à avoir été arrêté quand il avait 20 ans sur Modibo Keïta, ce n'est pas de l'imposture. L'histoire n'accepte ni les impostures ni les silences. Modibo Keïta n'avait pas que des grains de beauté. Nous avons vu ici, le 19 novembre 68, la liesse populaire qui a accueilli le coup d'État. Et tous les gens qui étaient dans la rue ne sont pas, comme le disait le jargon de votre époque, des intellectuels petits bourgeois ou des bourgeois compradors, ou etc. C'était le petit peuple qui avait deux problèmes pour survivre. On nous a abreuvé de sucre tchèque insoluble, nous prenions du mil rouge, nous faisions la queue devant les coopératives, quand des pays qui avaient choisi une autre doctrine, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, étaient en train, effectivement, de nous devancer. Et on ne peut pas dire que Modibo Keïta n'était pas un nationaliste. C'était un nationaliste, ça c'est certain. Non, c'était un nationaliste, c'était certain. C'était un homme intègre et les preuves de son intégrité sont connues. C'était un grand patriote. Et puis, d'ailleurs, si vous voyez bien, les mémoires de Focard sont assez élogieux sur Modibo Keïta, même si Modibo n'a jamais été un ami de la France. Maintenant, quand on prend
sont, par exemple, à mon avis, ces verrues pour des grains de beauté. Et je pense que la manière dont la crise du Nord a été résolue, la crise de Kidal a été résolue, est une grande faiblesse. Si on applique ce même système en 2015, ils finissent devant la Cour pénale internationale. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ils ne connaissent peut-être pas l'histoire de cette guerre. C'était une toute petite partie d'une fraction qui était entrée en rébellion, et à cause de la répression que nous avons faite, ça a été généralisé et chaque porteur de turban était devenu un rebelle, mais l'espèce d'amalgame qu'on ne fait plus. Donc Modibo Keïta, et puis les centaines de réalisations. Oui, il y avait quelques réalisations, mais en 2015 par exemple, moi je me demande l'utilité d'une usine céramique que personne n'utilise. Je me demande l'utilité d'une usine de radio, comme Sekoram qui explosait à 40 degrés à Londres. Quand même, si on revenait un peu à l'esprit, pour un pays qui venait d'acquérir son indépendance, les gens, il y avait des fumeurs, il fallait penser à une usine de tabac, les gens ne savent pas comment se laver, il fallait penser à une usine de savon, même en termes d'esprit, d'initiative déjà, c'était quelque chose. C'est ça. Tout à fait. Et on est sur le plan économique, industriel, le bilan, il est vraiment... Il est élogieux, il est positif, contrairement à ce que peut faire penser certains. Ce qui est important à signaler, c'est qu'aujourd'hui encore, Modibo n'a pas été réhabilité. Et ceux-là qui ont... Non. Modibo n'a pas été réhabilité. Aujourd'hui, je peux vous dire que jusque-là, la famille de Modibo Keïta vit avec sa pension qu'il prenait quand il était député à l'Assemblée française. Donc aujourd'hui, il ne jouit pas de son statut d'ancien chef d'État. Ok. Et Alexis Kalambri, oui, la question que je voulais poser, c'est que quand même, le président Alpha Oumar Konaré a eu peut-être la sagesse. Il y a eu le mémorial Modibo Keïta, le stade Modibo Keïta. Au même moment, il a pensé également au lycée Philidabo Sissoko et au lycée Amadou Diko. C'était assez intelligent pour... Jean avait parlé de mesquinerie politique, mais il a eu la sagesse de fédérer toutes ces familles-là. L'avantage, effectivement, Alpha était historien. Ouais. Il a beaucoup travaillé... Oui, Alpha est historien. Il a beaucoup travaillé à réhabiliter l'histoire malienne. Et il a beaucoup fait pour réhabiliter Modibo Keïta, qui a même un mémorial ou une sorte de musée qui lui est dédié. Peut-être qu'il n'a pas tout fait, mais il a beaucoup fait, et comme pour beaucoup d'hommes politiques maliens, à la limite dans des situations assez conflictuelles, mais le travail doit continuer. Modibo Keïta, comme d'autres, comme Fili Dabo, comme même Maraba Kassoum, dont on ne parle plus, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les placards de l'histoire, qui sont des cadavres dans nos placards qu'on doit sortir, qu'on ne doit pas, encore une fois, présenter forcément une image d'Épinal, mais vraiment la réalité, l'histoire permet quand même de... Ok, Chana, encore une fois, pour dépassionner, il y a ce paradoxe au Mali, le Mali qui est médiateur dans des crises dans beaucoup de pays. Mais souvent, ces clivages à l'interne, au niveau national, on ne parvient pas à les dépasser. Vous avez parlé de mesquinerie politique. Pourquoi c'est osé de parler de ce débat, Modibo Keïta, Philidabo Sissoko? Il faut parvenir à une réconciliation nationale véritable. Il faut aller vers ce débat-là. Il dit, l'ancien président du Mali, Tété, qui a initié le consensus à l'époque, a voulu profiter effectivement de ce consensus pour aller vers une réconciliation nationale, réconcilier les protagonistes de l'histoire de la Première République. C'est de lui qu'est venue l'idée des funérailles nationales avec la création du comité d'organisation. Comme Madame l'a dit, Modibo n'a pas fait que de bien. Oui, ça a été déjà tout régime, ça a été dit. Tout régime fait de bien et de mal. Donc, on est confronté à des problèmes parce que si on réhabilite Modibo, certains vous diront pourquoi ne pas réhabiliter Fili Dabo, pourquoi un tel. Mais récemment seulement, la France a mis au panthéon des résistants. Aux grands hommes, la nation doit reconnaissance. Je pense Modibo, malgré tout ce qu'on peut noircir comme
bilan négatif d'un côté, il faut aujourd'hui mettre en avant le bilan positif de Modibo Keïta. Il faut mettre en avant le fait qu'il ait été un résistant, un résistant au colonisateur, qu'il ait été le premier président de la République du Mali, le fait qu'il ait réhabilité l'homme malien. Est-ce que vous voyez? Je pense qu'on doit tenir compte des dimensions du patriotisme de Modibo. En un mot, mettre en valeur, mettre en exergue ces valeurs, vraiment taire certaines divergences et vraiment aller, encore une fois de plus, moi j'y tiens, aux funérailles nationales de Modibo Keïta. Adam, il ne faudrait pas avoir peur de ce débat-là? Non, il ne faudrait pas avoir peur de ce débat, il faut même le purger. Il faut le purger pour notre histoire. Parce que l'histoire n'accepte ni les impostures, ni les silences. Je pense que Modibo Keïta a été un très grand homme. Je serai le premier à applaudir l'idée de funérailles nationales pour lui. Je serai le premier à dire que cet homme-là aimait le Mali. Je serai le premier à dire que cet homme et son équipe, dont certains sont encore, vivent encore, cet homme et son équipe se sont investis à fond pour la grandeur du Mali. Il n'y a aucune honte à le dire. En le disant, cependant, je ne prendrai pas leurs verrues pour des grains de beauté, toutes leurs verrues pour des grains de beauté. Il y a des ombres au tableau, et parmi les ombres au tableau, il y a effectivement le choix, peut-être la doctrine à l'époque, et il y a aussi certains crimes d'État qui ne peuvent pas être oubliés, qui ne peuvent pas être passés par pertes et profits. Et je pense que nous devons aller vers un devoir de mémoire où nous sortons du placard tous les cadavres, parce qu'un cadavre n'est pas plus important qu'un autre, ou n'est pas moins important qu'un autre. Oui, pour les funérailles de Modibo, mais oui, pour le devoir de mémoire de ceux qui sont morts de son fait, comme le Fili Dabo et Amadou Ndiko. J'ai fait récemment une enquête sur Mamadou Av, dont j'entendais le nom, mais que je ne connaissais. Alors j'étais surpris de savoir que c'est lui qui a fait le premier pont à Bamako, que c'est lui qui a fait la route de Ségou, qui a été la première route goudronnée régionale. Donc, Modibo Keïta, c'est vrai que... Qui a été tué comment? Non, il est mort en 2012 pendant la crise, dans l'indifférence totale. Voilà. Donc, oui, mais c'était un ingénieur. C'est comme si sous Moussa, parce que regardez, le barrage de Sélengue a été fait par Lamine Keïta. D'accord. On va avancer. Quand même, souvent, en prenant Ethiopian Airlines, on ne peut pas s'empêcher de penser à Air Mali, puisque les deux compagnies ont été créées à la même époque. Et les pilotes maliens qui atterrissaient à Washington, à New York, les Blancs n'y croyaient pas. Voilà, Air Mali, voilà. Troisième et dernier thème de cette émission, les États-Unis justement qui viennent de s'opposer à un troisième mandat du chef de l'État rwandais Paul Kagame lors de la présidentielle de 2017. La mise en garde de Washington intervient au moment où le Parlement doit débattre d'une probable réforme constitutionnelle pouvant lui permettre de se représenter en 2017. Etienne, à un moment, vous défendiez cette thèse-là, mais aujourd'hui, il y a une pétition en circulation pour permettre à Kagame de se représenter. C'est pas normal, c'est anticonstitutionnel. Non, vous l'avez dit, c'est un débat qui va être ouvert au niveau de l'Assemblée nationale. Et Kagame lui-même, à aucun moment donné, n'a dit qu'il va se présenter à un troisième mandat. Et les États-Unis ont aujourd'hui intérêt à balayer devant leur porte plutôt que de s'intéresser. La communauté internationale, tout comme les États-Unis, ont vu Paul Nkurunziza briguer, tuer son peuple pendant ces derniers jours-là. Personne n'a réagi, sauf timidement chez quelques-uns. Donc aujourd'hui, Kagame, c'est un patriote. Moi, je serais le premier dessus si jamais il briguait ce mandat-là, ce troisième mandat-là. Il fait confiance à son peuple, il fait confiance à un système démocratique, il fait confiance à l'alternance et il fait confiance au chemin qu'il a tracé pour son peuple. Donc c'est pourquoi je ne comprends pas cette euphorie-là qui accompagne cette discussion. Révision constitutionnelle n'est pas égale à l'élection pour un troisième mandat. Alexis, il ne va pas franchir le Rubicon? Non, il risque de franchir, mais ce sera vraiment dommage. C'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a su mettre son pays sur l'orbite, mais il doit comprendre que
les cimetières sont pleins d'hommes indispensables. Il a fait son devoir historique, il doit partir et faire confiance à la relève, si tant est qu'il veut changer. Mais en même temps, je dénie, dans ce cas-là en tout cas, le droit aux États-Unis de parler. Parce que je n'ai pas compris. C'est vrai, les Américains ont des schémas tracés, ça entre dedans ou ça n'entre pas dedans. Je n'ai pas compris leur empressement à se battre contre le coup d'État, contre Nkurunziza qui faisait autrement, et en même temps qu'il revient, il continue à faire des exactions et il condamne, alors qu'on aurait pu trouver d'autres solutions. Oui, Chana n'est pas d'accord? Vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un État démocratique. Un État démocratique a des règles, a des principes. Il faut éviter ce qu'on appelle la géométrie variante. Il faut l'éviter. J'ai dit, les États-Unis sont très clairs, ils sont directs, monsieur Alexis. Les principes sont très clairs. Le coup d'État, c'est un principe en démocratie. Vous voulez qu'ils soutiennent le coup d'État? On ne peut pas soutenir un coup d'État dans n'importe quel système. C'est très clair. Et les États-Unis ne se sont pas montrés favorables pour un troisième mandat au Burundi. Mais vous vous attaquez inutilement aux États-Unis qui n'a fait que dire les principes républicains. Rappeler les gens à leurs devoirs. Rwanda, Congo, Kinshasa, avec Kabila, la même chose. À Kinshasa, ils ont dit, nous sommes contre le troisième mandat. Rwanda, nous sommes contre le troisième mandat. Burundi, nous sommes contre le troisième mandat. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit plus? Mais ne soyons pas naïfs. Hein. La voie que Kagame a prise, c'est une voie pour aller vers une réforme constitutionnelle. Il dit ça toujours, ça commence toujours comme ça. Il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas prononcé. Est-ce que Blaise s'est prononcé jusqu'à là? Hey, nous avons vu beaucoup d'exemples là. Okay. Vraiment, ne soyons pas naïfs. Vraiment. En août, je pense que l'Assemblée doit discuter d'un projet de loi de révision constitutionnelle pour aller à un troisième mandat. Partout au monde, s'il y a vraiment une discussion sur un troisième mandat, c'est tout à fait normal que les démocrates du monde entier le condamnent et le désapprouvent. Oui, c'est normal. De la même manière qu'on doit condamner tous les coups d'État. Il n'y a pas de bon ou mauvais coups d'État. Tous les coups d'État sont à condamner. D'accord. Adam Cham. Je crois qu'on ne peut pas faire aux États-Unis le procès de s'être tu sur les violations de Constitution ou sur les violations des constitutions, notamment en ce qui concerne les libertés fondamentales. Depuis que Obama est venu, effectivement, on savait qu'il n'avait pas d'atome crochu avec Kagame et ça n'a jamais marché entre eux. Et les États-Unis, contrairement à d'autres administrations américaines, ce n'est pas la première fois qu'ils préviennent contre toute velléité de changer la Constitution. Elle n'est pas changée, mais ils préviennent. Ils ont prévenu contre le changement de Constitution, le changement contre le troisième mandat de Nkurunziza. Ils ont prévenu, ils se sont battus jusqu'au moment où la Cour constitutionnelle du Burundi a dit qu'il a le droit. Et quand on est un démocrate, on accepte le verdict de la Cour constitutionnelle et donc ils se sont tus, mais ils ont condamné le coup d'État. Et c'est normal de condamner le coup d'État, surtout contre quelqu'un dont le mandat était en cours. Okay. Mais donc ce que je pense, c'est que les Américains ont raison de s'inquiéter de cette partie-là, parce que les Grands Lacs était une partie très instable de l'Afrique qui était en stabilisation. On pense effectivement qu'avec les violations de constitution là-bas, au Rwanda, au Burundi, la RDC sera contaminée, le Congo-Brazza sera contaminé, et donc on a un arc d'insécurité nouveau, en plus de celle de la Corne de l'Afrique et du Sahel. Ok, et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Etienne Fakaba Sissoko, économiste, Chana Takiou du 22 septembre et Alexis Calambri des Échos. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez la rediffusion dimanche 0h30 et lundi 15h GMT. Également, retrouvez l'émission sur la page Facebook et sur le site africaltelevision.com. À dimanche prochain.